Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui, non. La série d'aujourd'hui, on continue notre review sur les séries The Defenders et on enchaîne après Jessica Jones saison 2, après Luke Cage saison 2, on attaque donc avec Iron Fist saison 2. Iron Fist, série qui avait beaucoup fait couler d'encre, tout simplement parce qu'elle était très mauvaise. Mauvaise, voire très mauvaise. Une saison 1 qui avait vraiment divisé. Et je m'étais joint à la curée, entre guillemets, en le disant clairement dans mon analyse. Je trouvais que ça fonctionnait pas pour différentes raisons. Et donc j'attaquais cette saison 2 avec la même appréhension, me disant que pour le coup, je ne voyais pas trop comment ils allaient pouvoir sauver le truc. À quelques exceptions près que je vais tout de suite vous expliquer. Déjà, pour la petite info, il faut savoir que le créateur de la série télé, Scott Buck, avait donc été remercié entre la saison 1 et la saison 2. Les résultats de la saison 1 étant considérés comme mauvais, mais surtout les critiques entourant la saison 1 ayant été unanimement mauvaises. Scott Buck, qui donc est en fait à la base un scénariste qui a écrit sur quelques séries intéressantes comme Dexter ou Six Feet Under, qui a écrit des épisodes pour les deux séries, et qui a aussi pour le coup été showrunner sur l'autre série Marvel, mais là pas pour Netflix, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, Inhumans, qui a été arrêté pour information aussi après sa saison 1, après des retours critiques assez catastrophiques aussi. Donc voilà, Scott Buck, c'est pas le roi des réussites pour l'instant concernant les séries Marvel. Je me garderais bien de dire que le mec est mauvais ou que il fait du mauvais travail. C'est simplement qu'il a été showrunner sur des séries et que ça n'a pas marché. Ça arrive. Je n'ai pas vu Inhuman, je vais fermer ma bouche sur le sujet. Mais tout ça pour dire que bon, il est pas dans une pente ascendante malheureusement en ce moment, le mec. En tout cas, concernant la saison 1 de Iron Fist, on avait à mon avis déjà un souci de base qui était le point de vue sur le kung-fu, grosso modo, dans les séries télé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Non, attendez, avant d'attaquer ça, je voudrais aussi parler du scénariste principal, qui s'appelle M. Raven Metzner, et qui, grosso modo, avait été un petit peu qui a été donc choisi pour être le showrunner de la saison 2, et qui lui est un scénariste qui a grosso modo travaillé... je ne sais plus exactement sur quoi, il faudrait que je retrouve rapidement. Je crois essentiellement des séries B, des choses comme ça que j'avais trouvé pas forcément très intéressantes. Mais grosso modo, en tout cas, beaucoup de gens lui créditaient la qualité d'écriture de quelques épisodes de Iron Fist, et notamment ce qui fonctionnait bien dans la série, alors que ce qui ne fonctionnait pas était grosso modo crédité aux dépens de Scott Buck. Alors, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus sur internet. Faut dire aussi que la série n'a pas spécialement marché, donc c'est un peu difficile de retrouver des éléments précis concernant les dessous de l'affaire. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Si vous avez des articles ou autres à m'envoyer, je serais très intéressé. Oui, Scott Buck, donc, j'ai retrouvé un peu les infos sur Internet. Il avait notamment écrit le déplorable Elektra avec Jennifer Garner, qui était sorti en 2005, qui était un film littéralement honteux. Et sinon, il a essentiellement écrit sur des séries finalement qui n'ont pas spécialement marché. Comme Heroes Reborn, la suite de Heroes qui a pas duré plus d'une saison, la série Sleepy Hollow, bref, des séries que j'ai pas forcément regardées mais qui ont pas fonctionné. Et donc il a quand même été catapulté finalement showrunner de la saison 2 d'Iron Fist, parce que notamment on estimait donc que les idées bonnes venaient de lui, et au vu de la saison 2, je dois admettre une chose, c'est que j'ai trouvé que la série avait fait un bond en termes qualitatifs à bien des niveaux. Pas partout, mais je vais m'expliquer en détail. Donc, la saison 1 d'Iron Fist, pour revenir grosso modo dessus, avait 3 gros problèmes à mon esprit, je crois que c'est à peu près grosso modo ça. Le premier, c'était donc le point de vue sur le kung-fu. Un des trucs qui est complexe quand on fait une série ou un film sur des personnages qui font du kung-fu, c'est que le kung-fu, par définition, a un style chorégraphique qui est assez cinématographique, et qui, par définition, peut donner de belles chorégraphies de combat, de belles images. Au niveau symbolique, c'est très intéressant, puisqu'il est très chargé culturellement. Vous savez, c'est le fameux coup du tigre agressif face au sage dragon, au terrible dragon. Vous voyez, on peut tout de suite y mettre une imagerie, une symbolique très intéressante, qui nourrit bien les scènes de combat. Et Dieu sait qu'une scène de combat, pour être intéressante, une scène d'action, elle a besoin d'avoir
un sens précis dans la narration, une lecture, un lien. Sinon, elle peut vite devenir ennuyante ou simplement devenir un film, faire partie de tous ces films de baston qu'on voit où il y a des bastons gratuites. Ça peut être sympa si les chorégraphies sont bien spectaculaires, mais en général, c'est risqué de ne pas avoir un enjeu précis à une scène de combat. De facto, le kung-fu ajoute un élément de plus à cette problématique de la scène de combat, c'est que c'est très chorégraphique et ça a du mal à être maintenant, le public commence à connaître de plus en plus les sports de combat, la boxe, ainsi de suite. De plus en plus de films sont allés vers des scènes de combat sèches et qui ont l'air plus, entre guillemets, vraisemblables. En tête, forcément, j'ai les Jason Bourne, mais il y a aussi les Missions Impossibles et autres, où on voit les combattants, les gens qui combattent utiliser des techniques beaucoup plus agressives, létales, dérivées de styles de combat beaucoup plus adaptés au combat de rue, comme le Krav Maga, le KC et plein d'autres systèmes, je vous laisse trouver vous-même. Et du coup, le public s'est habitué à un moment donné à voir un style de sport de combat ou un style de combat chez les personnages dans les films beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace. Et du coup, le kung-fu est devenu, en comparaison, quelque chose de beaucoup plus dansé, de beaucoup moins vraisemblable, de beaucoup moins efficace, et on le voit visuellement, on le sent. En tout cas, je trouve que le public, quand je vois des critiques sur les différents films, commence à percevoir ça de manière de plus en plus précise. De facto, maintenant, en 2018, quand on écrit à propos d'une série, et donc en 2015, puisque la série a commencé à être écrite, la saison 2 commençait déjà à être écrite en 2015-16, quand on commence à travailler sur une série où le kung-fu va être un des éléments principaux de la narration, il est très important d'avoir conscience de bien trier, de bien gérer ses chorégraphies pour lui donner, de l'impact, et pour que ça rende vraisemblable la qualité de ce qui est montré, et travailler beaucoup les chorégraphies pour qu'elles soient un maximum péchues, effectives, et qu'elles aient l'air, entre guillemets, qu'on puisse y croire en tant qu'outil vraisemblable de combat de rue. Je fais tout de suite une parenthèse. Le kung-fu, a priori, n'est pas adapté réellement au combat de rue. C'est pour ça que très vite, plein de gens, dès les années 60, Bruce Lee en tête, mais il y en avait plein d'autres, ont commencé à critiquer la réalité effective du kung-fu dans les combats de rue, à cause des poses statuaires beaucoup trop larges, à cause des chorégraphies et de plein de positions qui sont jolies à regarder, mais qui mettaient en déséquilibre et qui, dans un combat de rue, étaient extrêmement dangereuses à sortir. Il fallait, entre guillemets, dépoussiérer tout ça, enlever tous ces éléments, tous ces mouvements parasites et aller à l'essentiel. Comme tous les sports de combat qui ont été inventés entre-temps, et toutes les pratiques d'autodéfense comme le Krav Maga, entre autres, ont clairement coupé court avec cette tradition chorégraphique du combat. Mais le kung-fu a gardé une certaine aura cinématographique et donc a bien perduré dans l'esprit du grand public pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée au début des années 2000 du kung-fu à Hollywood et donc du franchissement d'un cap, d'un Rubicon, symbolisé par le film Matrix, qui a permis à un moment donné d'avoir du kung-fu dans les films déjà américains et de complètement accepter ça comme une culture que le public était prêt à recevoir. Ça fait déjà longtemps que le public acceptait ça dans les films de Jackie Chan, entre autres, qui a beaucoup popularisé ça en Europe et en Occident, mais il n'y avait pas encore eu ce cap franchi aux États-Unis, et donc, par l'intermédiaire de Matrix, symboliquement, c'est arrivé. Et à partir de là, on a pu avoir des séries, des films qui sont allés encore plus loin, en proposant du coup des scènes d'action beaucoup plus physiques, beaucoup moins chorégraphiques et visuelles. Je vous renvoie à ma critique du film 22 Miles, où j'explique un peu ce que j'entends par le style chorégraphique et le style physique, en termes de chorégraphie de combat. Mais tout ça pour dire, on a franchi un peu un cap, et maintenant on a vraiment des films grand public, où le grand public est habitué à avoir un certain impact, une certaine puissance, une rapidité, un côté court à ce qui est efficace lors d'un combat au corps à corps, un combat de rue où tous les coups sont permis. Pourquoi cette introduction grande et pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que dans Iron Fist, le choix n'a pas été fait ou tout simplement a été sous-estimé. Notamment dans la saison 1, encore plus fortement. On se retrouve avec, déjà en premier lieu, un point de vue sur les combats de Kung-Fu qui n'est pas possible. C'est-à-dire que là où Daredevil, notamment la même série de la même groupe The Defenders, avait fait ce choix très intelligent de faire un mix entre des combats acrobatiques, effectivement venant du kung-fu de Daredevil, mais aussi et surtout des combats entre guillemets de boxe, mais des combats au corps à corps beaucoup plus secs, beaucoup plus physiques, et avait trouvé, je trouve, un équilibre intéressant, même si pour moi, encore une fois, je vous renvoie à ma critique de Daredevil, saison 1 et 2, je trouvais que c'était encore un peu déséquilibré. Ils avaient trouvé un équilibre intéressant pour que ça reste physique, et on insistait pendant de lourds épisodes sur
le côté physique, la douleur que ressentait Matt Murdock à aller combattre des gars dans la rue, à se prendre des coups. Il saignait beaucoup, il avait des bleus, il se faisait de grosses blessures. Au-delà du fait que ça rajoutait un côté un peu hardcore et un peu facile à la série, il y avait un côté comme ça vraisemblable auquel au bout d'un moment on ne pouvait que croire, parce que les chorégraphies étaient travaillées en ce sens et trouvaient ce bon dosage. Et là, dans Iron Fist saison 1, on retombait dans la bonne vieille chorégraphie de Kung Fu, où on voit un grand dadais, entre guillemets, qui s'entraînait soi-disant pendant des années à faire du Kung Fu, revenir faire du Kung Fu face à des gardiens de sécurité, dès le premier épisode de Iron Fist, de manière lente, relativement pataude, et avec des positions que plus personne n'adapte maintenant en termes de self-défense. Donc, et le public le voit, le public est habitué à ça, il est passé à autre chose. Ce qui a tout de suite daté énormément cette série. Et il faut rajouter à ça qu'en plus, il n'y a visiblement pas eu un vrai soin apporté à la condition physique de l'acteur principal, Finn Jones, qui arrivait avec un physique, entre guillemets, pas malingre, mais on va dire fin, mais pas fin et sec comme quelqu'un qui aurait été entraîné pendant des années, puisque c'est le background de Iron Fist, dans les montagnes, je caricature, c'est pas le Tibet, mais dans les montagnes tibétaines, dans le genre, Kunlun, c'est un peu ça, dans la neige, à manger comme un ascète et à s'entraîner tout jour et nuit à devenir le Iron Fist, donc à se mettre des coups dans la gueule, à taper dans des bouts de bois et du béton. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Les corps des personnes qui ont été entraînées à ça sont extrêmement durs, c'est des muscles noueux, des muscles secs, il y a très peu de peau grasse, il y a une sorte de, comment dire, ils sont un mix entre une sorte de bodybuilder et en même temps un somalien, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, du corps constamment en effort, et ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux. Or, un des trucs qui est flagrant dès le début de la saison d'Iron Fist, de la saison 1, c'est que clairement Finn Jones n'a pas été poussé jusque-là. Je vais donner un exemple qui peut paraître un peu hardcore, mais à un moment donné, c'est ça qui fait qu'une série franchit un cap d'intérêt, c'est les transformations physiques qu'a pu faire un acteur comme Christian Bale. Dans, par exemple, The Machinist, son personnage a fait des insomnies, il n'arrive plus à dormir, donc il perd du poids, et dans The Machinist, il a perdu un poids exceptionnellement élevé, il est squelettique, il fait peur. Mais je crois que vraiment que Finn Jones aurait dû arriver à ce genre de traitement de son corps, pour qu'on arrive à y croire, qu'il ait vraiment des régimes de sèche, comme on peut en voir dans les sports comme le MMA ou le sport de combat, qui amènent le muscle à être extrêmement noueux, extrêmement visible, même sur un corps très fin comme le sien. Je dis pas qu'il a pas fait un gros taf d'adaptation physique et tout ça, chorégraphique et tout ça, ok, mais il y a ce degré à un moment donné qui aurait donné de la crédibilité à l'histoire d'Iron Fist, n'est pas là, ou de Danny Rand dans l'occurrence. Et ces deux éléments-là, conjugués, font de l'élément principal de la série Iron Fist, le combat, le kung-fu, quelque chose de mal appréhendé et de mal préparé. C'était déjà vraiment casse-gueule. Et là, j'insiste, parce que autant dans Jessica Jones, dans Luke Cage, et dans moindre mesure dans Daredevil, le combat, le kung-fu, l'esprit du combat, tout ce qui est tout ce côté un peu kitsch maintenant du kung-fu et tout ça, des positions, de l'entraînement, du mental, qui sont vraiment vus de manière un peu kitsch et ironique maintenant dans la plupart des films, n'était pas central. Même dans Daredevil, qui a été entraîné par un gars qui lui a fait faire plus ou moins du kung-fu, c'était pas si central que ça, heureusement. Dans Jessica Jones évidemment, et dans Luke Cage encore moins. Là, dans Iron Fist, c'est son identité qui est liée à ça. C'est un mec qui a été éduqué là-dedans, et c'était déjà mal appréhendé. C'est important de souligner ça, parce que ça explique beaucoup, je pense, la grande faiblesse de l'idée même que Scott Buck a introduit au départ dans Iron Fist, et je pense avec M. Raven Metzner. Ils ont complètement sous-estimé l'importance de rendre ça un tant soit peu vraisemblable. La série, dès le départ, claudiquait complètement sur un de ses fondamentaux. Le personnage principal est un enfant à qui qu'on a fait grandir dans un entraînement d'ascète pour devenir une machine à tuer qui fait du kung-fu. C'est absurde déjà comme idée. Je vous le dis, en termes de combat de rue, c'est pas que le kung-fu va être inefficace. Si demain, si vous tombez sur un maître de kung-fu, je vous déconseille de le chercher, il risque de vous casser la gueule en prenant la pause s'il le faut, il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est inefficace, je dis juste que c'est, face à des styles de combat beaucoup plus directs, c'est dangereux, c'est beaucoup moins vraisemblable et beaucoup moins pensable d'utiliser les pauses et les mouvements qu'on voit Danny Rand faire dans la saison 1. Heureusement, c'est beaucoup mieux modéré dans la saison 2. Justement. Mais tout ça pour dire, c'était déjà très mal barré dans la saison 1. Et il faut rajouter à ça un deuxième choix vraiment étrange, qui est d'avoir fait du personnage principal, grosso modo, un grand gosse, qui
n'évolue pas vraiment dans la saison. C'est-à-dire que on se retrouve finalement face à Danny Rand, un gars qui a été élevé comme un gosse de riche, qui finalement, à un moment crucial de son enfance, donc je pense entre 8 et 10 ans, a été finalement entraîné dans la montagne, là, pendant des années, à devenir une machine à tuer, et il revient et c'est toujours un gosse. Et là où ça pourrait être intéressant, parce que avoir un gosse ultra puissant, il pourrait faire plein de bêtises, et faire des choses radicales, parce qu'il a été éduqué comme ça, ça a été un peu le lavage de cerveau par ses grands maîtres à Kunlun. La série va même pas au bout de ça, puisque au bout du 2e ou 3e épisode, grosso modo, on comprend que si on l'anesthésie, il n'arrive plus à utiliser son pouvoir. Et toute la saison tourne autour du fait qu'il n'arrive pas à utiliser l'Iron Fist comme il voudrait, parce qu'il se contrôle pas bien. Chose que la saison 2, heureusement, évacue complètement, parce qu'honnêtement, ça n'avait aucun intérêt, ça rendait juste le personnage principal constamment, gauche, enfant. On avait l'impression qu'il était jamais prêt, constamment en train de s'entraîner, entre guillemets, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à quelqu'un qui est en train de s'énerver parce qu'il n'arrive pas à déclencher son pouvoir, et ça amenait finalement pas grand-chose, à part que ça lui crée des problèmes qui s'ajoutaient au final à une narration assez inintéressante, et qui est le 3e point faible de la saison 1, une intrigue autour de la récupération de l'entreprise de la famille Rand, puisque Danny Rand était le fils d'un riche magnat qui avait une grosse entreprise, et il revient, et puis grosso modo il veut récupérer l'entreprise parce que c'était chez lui, c'était sa maison, blablabla. Et tous les personnages quasiment tournent autour de cette entreprise, ce qui faisait grosso modo, qui alourdissait réellement encore plus la saison 1. Et les rares bonnes idées, notamment par exemple, grosso modo, son demi-frère Ward Mitchum, qui était donc qui est complètement dépassé par la situation, par ce côté magique, par la rencontre, grosso modo, d'un univers qu'il croyait complètement rationnel, avec un monde de mecs qui ont le poing qui devient jaune et qui pètent des murs avec, d'assassinats, de coupage de tête et ainsi de suite, de meurtres rituels et tout ça, et de combats à l'épée, tombe complètement à la poubelle, malgré la bonne interprétation de Tom Pelfrey, que j'ai bien aimé franchement dans le rôle, dans la saison 1. Et du coup, on se retrouvait finalement avec très peu de choses à se mettre sous la dent, puisque lui, tout son chemin dans la saison 1 devenait un peu fatigant au bout d'un moment. Il est dépassé par les événements, il se drogue pour éviter de faire face à la pression que lui met son père, au fait que il est confronté à un monde dont il comprend rien. Enfin voilà. Donc très vite, ça tourne un peu à vide. Et même les autres personnages qui auraient pu être intéressants, comme Davos, donc le frère qui a grandi avec Danny et qui lui a appris toutes ces techniques, tombé un petit peu à l'eau, puisque finalement il restait assez secondaire. On comprenait à toute fin de la saison que oui, effectivement, il aurait un rôle important dans la saison 2. Bref, sans compter le méchant de la saison 1, David Wenham, le fameux Faramir notamment du Seigneur des Anneaux, qui avait un personnage absolument sans aucun intérêt. Bref, je ferme la parenthèse, j'ai fait une critique de la saison assez complète si vous voulez la voir, mais je voulais revenir sur ces différents points pour expliquer un peu le naufrage qui était un peu cette saison 1, et du coup la bonne surprise qu'est cette saison 2, mais d'abord on va pitcher. En ce début de saison 2, Danny Rand et Colin Wing sont donc toujours en train d'essayer de mettre fin à la guerre à la criminalité à Chinatown. Et malgré tous leurs efforts, ils sont quand même confrontés à un moment donné à l'ancien frère de Danny, Davos, qui a donc décidé une bonne fois de récupérer l'Iron Fist, quitte à l'arracher du corps de Danny pour enfin s'en prendre à la main, s'attaquer au crime, puisqu'il a décidé, puisque Kunlun a été détruit fin de saison 1, désolé pour le mini-spoil, de venir grosso modo à New York et de récupérer l'Iron Fist, puisqu'il a été éduqué pour ça par sa mère notamment. Il s'allie pour cela à Joy Mitchum, qui elle en veut beaucoup à Danny et à Ward de ne pas lui avoir dit pour son père lors de la saison 1. Cette alliance devient vite vénéneuse et Danny et Colin se retrouvent vite pris entre deux feux, entre Joy qui veut se venger, Davos qui veut récupérer l'Iron Fist et la criminalité dans Chinatown qui ne cesse entre le gang des Hachette et je sais plus le nom de l'autre gang. Tout ça pour dire, en parallèle de ça, Ward a enfin récupéré un peu de contrôle sur sa vie, il est devenu alcoolique anonyme, mais le retour de sa sœur, et notamment l'arrivée de Davos, ne va évidemment pas l'aider à rester sobre très très longtemps, alors que Danny comptait sur lui pour s'occuper de Rand Entreprise.
Je fais encore une fois un pitch un peu brouillon, mais vous comprenez, je reviens toujours sur ce que je dis, hein, les saisons de séries télé, j'essaie de pas trop les spoiler tout en donnant mon avis dessus, et il y a beaucoup d'éléments. Alors la première chose qui est agréable dans cette saison 2, c'est qu'il y a eu un vrai travail sur les chorégraphies, et notamment venant du personnage de Colleen Wing, interprété par Jessica Henwick, qui a clairement fait un meilleur travail sur les chorégraphies que Finn Jones. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une série de combats où elle pratique, où c'est beaucoup mieux, tout simplement beaucoup mieux que ce que Finn Jones propose. Et heureusement, la saison 2 a l'intelligence d'insister sur elle là-dessus. Ce qui fait qu'on obtient des scènes de combat plus convaincantes. Pas toujours, il y a toujours, comme je disais un petit peu dans ma critique de Luke Cage, du bon et du moins bon dans les mêmes scènes, mais par moments, il y a des moments où ça fonctionne vraiment pas, hein, on voit vraiment que le bout de plan est raté, que le raccord est pas bon et ainsi de suite, qu'il n'y a encore pas eu le budget qu'il fallait là-dessus, mais je trouve que globalement, comme cette saison 2 a un meilleur rythme, ça a tendance à aller plus à l'essentiel, les scènes de combat sont plus précises, c'est un petit peu moins forcé, il y a quelques scènes de combat où on sent un petit peu que c'est, voilà, maintenant il y a des scènes de combat, c'est comme ça, les séries The Defenders, il faut des scènes de combat partout, donc on va nous en coller de tous les côtés. Alors Iron Fist évidemment c'est l'open bar, mais je trouve que pour le coup ça fonctionne mieux dans cette saison 2 là, et notamment grâce à Jessica Henwick qui a fait un vrai taf. Mais je veux pas enlever non plus de mérite à Finn Jones, qui pour le coup a fait des progrès entre la saison 1 et la saison 2 et propose par moments de vrais petits moments de réussite, notamment dans son caméo dans une autre série du groupe, je ne vais pas spoiler, mais dans Iron Fist saison 2 il propose des choses aussi intéressantes, notamment ses différentes confrontations avec Sacha Dhawan qui joue Davos et qui le joue très bien dans cette saison 2, ça fonctionne beaucoup mieux globalement. Les différentes chorégraphies fonctionnent globalement mieux. Notamment parce que la saison 2 a vraiment l'intelligence de créer un couple d'antagonistes que l'on connaît, donc Davos et Joy, qui ont eu le temps d'exister pendant toute la première saison, et là pour le coup ça fait beaucoup de bien cette saison, ça devient beaucoup plus simple, on a enfin des antagonistes dont on comprend les enjeux. Moi perso, je trouve toujours que la raison pour laquelle Joy en veut à Dany et à Ward, compréhensible, mais à ce point-là, bon bref, tout ça me paraît un peu exagéré, je suis vraiment pas sûr de piger l'écriture et comment dire, elle tourne, elle devient un peu tarée, je trouve, facilement en fin de saison 1, et j'ai jamais vraiment compris ça, même en voyant la saison 1 2 fois, et oui, effectivement, je suis un peu un maso, mais en l'occurrence, tout ça pour dire, Jessica Stroup joue très bien. Elle le faisait déjà dans la saison 1, mais son personnage n'était pas très bien écrit, et là dans la saison 2 elle joue encore mieux, je la trouve vraiment très bien en femme blessée mais froide et déterminée, en femme d'affaires comme ça, elle est encore une fois très bien, et son couple avec Davos fonctionne vraiment très bien, avec deux êtres qui viennent de milieux complètement différents, qui s'allient, et dont l'extrémisme à un moment donné finit par atteindre des limites, et leur scission est aussi au bout d'un moment bien crédible. Il y a vraiment eu un bon taf dans cette saison-là, sur le fait de simplifier l'intrigue et de donner vraiment aux personnages des enjeux qui leur ressemblent et de creuser le pourquoi de ces enjeux. Je crois que c'est vraiment là où la série a fait un bond en avant de qualité, et c'est pour ça que j'ai sur l'écran de la série, je n'ai pas mis que M. Raven Metzner avait showrunné la série, mais il l'avait écrite, parce que visiblement il a fait un gros taf dans la saison 2 sur les scénarios, en suivant beaucoup ce qui allait se faire. Et je dois admettre qu'il a fait de très bons choix, notamment dans le développement de ce couple de méchants, qui est vraiment un très bon couple de méchants, du premier au dernier épisode, c'est du vrai bon développement, avec tout sauf une conclusion facile et évidente, c'est du bon taf. Joy, dans son rapport à son frère, il y a vraiment, avec Ward, il y a vraiment des scènes qui sont bien, bien sales, bien hardcore, où on voit Ward essayer de se faire pardonner et Joy le renvoyer comme ça, mais c'est pas caricatural, c'est pas genre je te déteste, elle évolue dans sa haine envers lui, mais en même temps, le fait qu'elle puisse pas le pardonner, je trouve, est très cohérent, et on comprend le niveau de colère où elle est arrivée en voyant à quel point, quelque part, elle voudrait lui pardonner, mais elle peut pas. C'est très réussi. Encore une fois, Tom Pelfrey dans le rôle de Ward Mitchum fonctionne très très bien, et là dans la saison 2, vu que c'est mieux écrit, vu que c'est mieux rythmé, c'est encore meilleur. Là, enfin, on peut voir vraiment à quoi sert le personnage et à son intérêt dans le trio familial qu'il forme avec Dany.
Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a plusieurs séquences où je l'ai trouvé drôle. J'ai trouvé le personnage drôle dans le bon sens, avec un vrai humour, un vrai cynisme. Je l'ai trouvé crédible en addict qui n'arrive pas à assumer sa vie d'homme d'affaires, d'alcoolique, qui essaie de se repentir mais qui n'y arrive pas vraiment. J'ai beaucoup aimé le fait qu'à chaque fois qu'il essaie de retourner vers sa sœur, c'est toujours un petit peu de manière sournoise. Il n'arrive pas complètement à assumer qui il est. Bref, j'ai trouvé que ça fonctionnait globalement et que Tom Pelfrey nous propose encore une fois une excellente performance. C'est un acteur que je serais curieux de voir dans autre chose, honnêtement. Et du coup, avec Colleen Wing qui, pour moi, Jessica Henwick, encore une fois, a la grande chance d'avoir fait de gros progrès sur ses chorégraphies et d'être plus intéressante que Finn Jones, ce qui fait que ça lui donne beaucoup de poids dans la série, notamment parce qu'elle a au bout d'un moment un rôle carrément de maître pour Danny Rand. Rôle étonnant, hein, quand on voit la saison 1, il est clairement montré qu'elle est plus faible et moins expérimentée que lui, et là dans la saison 2, il y a une sorte d'inversement qui tombe complètement du ciel, mais à la limite dans l'écriture, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et heureusement que du coup elle est meilleure dans les chorégraphies parce que ça lui donne beaucoup de poids par rapport à Danny, et ce qu'elle apporte à Danny à cet endroit-là est plutôt intéressant, et leur relation du coup devient plus intéressante, même si je trouve encore une fois que son jeu est relativement limité. Alors peut-être que c'est moi, vous me direz, mais je trouve que ce soit Jessica Henwick ou bien je disais ça aussi de Simone Missick, c'est marrant, c'est des actrices, elles ont 3 expressions quoi, elles savent jouer le sérieux, la colère. Mais dès qu'on leur demande de dépasser une certaine forme de tristesse ou d'angoisse, je trouve que vraiment, c'est trop en retenue. Ça manque à un moment donné d'intensité, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que c'est un calibrage de jeu de série télé actuelle, hein, c'est peut-être simplement une norme, mais je trouve que ça enlève beaucoup de vraisemblance. C'est dommage, hein, parce que notamment dans cette série-là, dans cette saison-là, elle traverse des moments particulièrement denses émotionnellement. Et finalement, ça n'apparaît pas tant que ça dans son jeu. Bon, je modère ma critique. Heureusement, elle n'est pas si, importante que ça dans le développement de l'intrigue principale. Enfin, si elle l'est, mais je trouve que ça bloque moins parce que justement, ils arrivent à faire passer des émotions qu'elle a par des chorégraphies, et heureusement, c'est là où elle est douée dans cette saison-là. Oui, j'avais oublié d'évoquer une chose concernant M. Raven Metzner. La seule info que j'avais trouvée, c'est que cette saison 2 n'est pas en 13 épisodes, mais en 10. Il faut savoir que toutes les séries de The Defenders, à part la série The Defenders, qui s'est fait en 8 épisodes, et qui coûtait beaucoup trop cher avec tous les acteurs, c'est pour ça qu'ils ont mis peu d'épisodes, hein, ça a été dit, hein, ça a été plus ou moins éventé. Toutes les autres séries avaient 13 épisodes par saison. Or, la saison 2 d'Iron Fist en a 10. Et il se trouve que M. Raven Metzner avait d'abord proposé grosso modo une ligne directrice sur 13 épisodes, avec des grandes lignes, des grands dialogues et tout ça écrit, qu'il a proposé à la production, que la production a refusé en lui disant écoute, on préférait que tu resserres sur 10 épisodes, et il se trouve que M. Raven Metzner a beaucoup apprécié ça, qu'il a complètement viré une intrigue qu'il avait rajoutée à un moment donné, et ça lui a permis d'épurer l'intrigue, et il a beaucoup remercié les producteurs d'avoir fait ça, notamment parce que ça lui a permis de recentrer l'intrigue, comme je disais, mais aussi du coup, au niveau budgétaire, c'est intéressant, parce qu'il avait un budget pour 13 épisodes qui s'est retrouvé sur 10, ce qui fait qu'il a pu être plus généreux en effets spéciaux, notamment concernant l'Iron Fist et le différent développement de l'Iron Fist dans cette saison, où enfin on a un vrai travail qui creuse les effets de ce pouvoir et qu'est-ce qu'on peut faire avec, puisque dans la saison 1, ça devenait au bout d'un moment assez ridicule, hein. Il donnait des coups de poing et fin de l'histoire, alors que visiblement c'était beaucoup plus compliqué. On n'arrêtait pas de nous dire oui, il peut faire plein de choses, l'Iron Fist peut être un guérisseur, blablabla. Finalement, on le voyait quasiment jamais utiliser ça. Et là, enfin, on a un vrai développement de ce que peut permettre l'Iron Fist en termes de combat, et pourquoi c'est une arme aussi forte et aussi importante au travers des siècles où les Iron Fist ont existé. Donc bref, et donc en 10 épisodes, ça a fait beaucoup de bien, je trouve, d'avoir moins d'épisodes à M. Raven Metzner. L'écriture est beaucoup plus centrée, la narration est beaucoup plus efficace, et on a enfin un syndrome qui me plaît, c'est le syndrome des séries courtes qui sont obligées, entre guillemets, d'aller droit au but. Ça fait beaucoup de bien à la plupart des séries. Vous me connaissez, hein, pour la petite parenthèse, je suis un gros militant des séries de 13 épisodes, voire 10 épisodes, voire moins. Parce que je trouve que souvent, ça donne énormément de qualité. Ça permet à la série d'être singulière, d'aller droit au but, et d'arrêter de chercher des circonvolutions pour garder les spectateurs devant la télé, ou de faire ce que je déteste le plus dans les séries télé en général, les épisodes filler. Il y a un des scénaristes que très en cote à Hollywood au niveau série télé, c'est Bruno Heller, notamment le créateur de The Mentalist ou encore de Gotham. C'est dommage, c'est un mec qui a des idées de pitch absolument géniales, et on se retrouve constamment dans ces séries avec une dizaine d'épisodes qui sont des épisodes filler qui servent juste
à grosso modo faire ronronner la série jusqu'aux épisodes importants, c'est insupportable. Bon, c'est son style, et puis il fait plein d'argent comme ça, donc je vais certainement pas me permettre de lui faire la leçon. Et les pitchs des séries de Bruno Lerche, que ce soit Mentaliste ou Gotham, c'est vraiment de très très bonnes idées. À la base, des idées très frondeuses, mais pour le coup des très bonnes idées, personnellement je trouve, même si je sais que Gotham est très critiqué à cet endroit-là, notamment par les fans hardcore de Batman et de son univers. Et donc, mais le truc qui m'ennuie chez lui, c'est qu'il peut pas s'empêcher de faire des séries en 24 épisodes par saison, quand il n'y a pas la matière pour ça, quoi, tout simplement, quoi. Tout ça pour dire, là, pour le coup, 10 épisodes pour cette saison 2 de Iron Fist, c'est impeccable, c'est suffisant. Ça permet d'avoir une narration centrée, rapide, efficace. Ça a permis un meilleur travail de concentration sur les chorégraphies, qui sont le centre et le nerf de la guerre, encore une fois, de l'histoire d'Iron Fist. C'est un être qui est dans le kung-fu, donc il fallait que ça fonctionne. Et là, comme par hasard, ça fonctionne quand même globalement mieux. Je dis pas que c'est parfait, il y a quand même des plans où ça marche pas, mais au moins ça fonctionne beaucoup mieux. Et en plus, ça permet ce double effet qui est cool d'avoir des personnages mieux écrits parce que plus simples et qui vont plus directement droit au but. On a l'arrivée dans cette saison 2 notamment du personnage de Mary Walker, qui est une sorte de détective complètement hardcore et qui a un passé visiblement très, très étrange. Pas mal du tout comme personnage, joué par Alice Eve, et qui l'interprète bien, qui a donc une sorte de schizophrénie, qui a une double personnalité, et qui apporte une petite perturbation à la saison qui fait que la saison va pas tout droit. Elle apporte une complication qui est pour le coup bonne, parce que le personnage est bien, l'actrice le joue bien, et apporte ces petits éléments, ces petites complications à l'histoire. Franchement, c'est correct. C'est ça moi, c'est le genre de prototype d'écriture de série qui me plaît. Il y a un axe principal qui est clair et lisible toute la saison. Il n'y a pas de circonvolution, on part pas dans tous les sens. Et on met une ou deux perturbations qui sont des personnages ou des trucs très bien développés. Et voilà, et ça suffit, et on a une série complète. On commence pas à rajouter 15 personnages pour faire des complications, en espérant faire 66 saisons. Je reviendrai sur ma critique de Game of Thrones, mais dans les dernières saisons, je trouve que, je sais plus, je crois que c'est dans la saison 6 ou 5, je sais plus, il y a un moment donné où je me disais, mais ça commence à faire trop de personnages, et quand ils ont commencé à faire des vrais body count de 4 ou 5 personnages à la fois, je me suis dit, il était temps, parce que ça commençait à devenir trop dense, trop compliqué, on perdait de vue, je trouve, par moments, vraiment les enjeux principaux de la série. On se retrouvait systématiquement avec des dialogues, vous savez, du genre « Ah, mais il faut qu'on se souvienne, les gens se souviennent pas que dans le nord, il y a les marcheurs qui arrivent, et dans le sud, il y a la bataille entre la reine des fleurs et machin. » Vous voyez, le genre de dialogue où les gens connaissent très bien la situation géographique où ils vivent et ce qui se passe en ce moment, mais ils ont besoin de se le répéter, mais c'est juste pour le spectateur, quoi. Donc je ferme la parenthèse. Après, je critique Game of Thrones, je trouve que globalement c'est une série très bien écrite, mais c'était un des trucs qui m'avait un peu saoulé. Et là, heureusement, Iron Fist a cette intelligence-là d'aller droit au but. Et on obtient du coup, je pense, une très bonne saison, avec un développement autour de l'histoire notamment du rôle de Danny Rand, qui enfin est réellement mis à mal. Autant la saison 1 tournait complètement en rond autour d'un sujet inintéressant, c'est-à-dire le jeune gosse qui rentre chez lui et qui fait des colères parce qu'il n'arrive pas à utiliser son pouvoir qu'il a plus ou moins volé, et en plus il fait la gueule parce que l'entreprise qu'il a laissée, où il était plus là pendant des années, a été gérée par d'autres, et donc il voulait récupérer son chez lui, comme si que, entre guillemets, il devait rien à personne. Enfin voilà, il y a tout un côté sale gosse comme ça qui fonctionne pas du tout, et on avait des intrigues de couloirs d'entreprise qui étaient lourdingues et longues et pas forcément bien amenées. Et pour un personnage intéressant comme Ward, on avait essentiellement des personnages, j'ai envie de dire clichés, Colin Wing, Joy Mitchum, Davos, tous étaient des clichés de leurs personnages et allaient pas très loin dans la saison. Même s'il y avait quelques bonnes idées, ça n'allait pas très loin. Et c'était noyé autour du personnage de Harold Mitchum, du grand méchant, qui nous noyait encore plus dans cette histoire d'entreprise à récupérer, blablabla. Sans compter qu'il y avait cette lourdeur aussi qui était à gérer du personnage de Madame Gao et de la main, de la fameuse association de la main, qui a été vaincue dans The Defenders, et qui a donc beaucoup aussi, je trouve, pour le coup, ça a été un des effets positifs, c'est qu'on les a plus eus dans la saison 2 d'Iron Fist, et ça a quand même pas mal, je trouve, aplani les choses. Ça a permis vraiment aussi de centraliser les choses de manière beaucoup plus frontale, ça fait beaucoup de bien à la série. Tout ça pour dire qu'on se retrouve là, et c'est comme ça que je résumerai ma critique sur Iron Fist saison 2. Non seulement je vous conseille de la regarder, parce qu'il y a des choses très drôles, la fin notamment est très marrante, je vais pas faire de partie spoil, c'est pas la peine, sur ce que ça aurait pu être après, on sent vraiment que ça partait un peu en vrille, parce que je pense qu'ils avaient plus grand chose à raconter. Alors à voir, peut-être que ça aurait pu être intéressant d'avoir une saison 3, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, en l'état, j'ai trouvé que ce qui se passe dans la toute fin notamment de la série
autant il y avait des petits côtés que je pouvais trouver classe, autant je me disais ouais ça commence quand même un petit peu à partir en vrille. Et je sais pas trop, la série serait partie à partir de là. Mais quoi qu'il en soit, en l'état, j'ai trouvé cette saison 2 intéressante, émotionnellement beaucoup plus touchante, puisque enfin on a Danny Rand qui est confronté à son rôle d'Iron Fist. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que lui il y voit ? Notamment, il est lancé dans la saison par le personnage de Matt Murdock qui lui dit dans The Defenders de protéger sa ville. Et son point de vue évolue là-dessus, ce qui est très intéressant et très bien amené. On a pour Joy Mitchum un vrai chemin, elle commence à prendre le chemin de la vengeance et elle en voit le prix, et ça marche aussi vraiment bien. On a donc Ward Mitchum qui est face à ses responsabilités de frère une bonne fois, et qui doit faire preuve de maturité face à un petit frère et une grande sœur, et ça marche plutôt bien. On a Davos qui devient complètement hardcore et qui est un excellent antagoniste dans cette saison. La saison devenant beaucoup plus violente que la saison 1, beaucoup plus gore aussi, avec des vrais effets secs comme ça, devenant une sorte de vrai, de ce qu'on peut attendre d'un vigilante. C'est encore une fois lui posant très très bien la question de ce que c'est que le héros, le vigilante. C'est pas mal du tout. Je mets un petit bémol parce qu'à un moment donné, le personnage devient extrême, à mon avis, de manière un petit peu facile. Mais vu l'éducation qu'il a eue, je trouve que c'est cohérent et que c'est bien écrit. Très très belle réussite, le personnage de Davos dans cette saison 2. Rien que pour lui, il faut voir la saison 2. C'est vraiment sympa, il y a des moments où c'est complètement hardcore. Et ça gagne enfin cette densité, ce côté kung-fu létal, mortel, qui manquait vraiment beaucoup dans la saison 1 et qui fait beaucoup dans cette saison 2. Un grand bravo à l'acteur Sacha Dhawan, qui pour le coup montre tout son talent, je trouve, dans cette saison 2. Et je serais curieux de le voir dans un autre rôle de ce type-là. Vraiment très très beau taf. Et puis on a le personnage de Mary Walker qui arrive dans cette saison, mais qui pour le coup fonctionne bien aussi, qui a un rapport aussi très complexe avec Joy Mitchum au bout d'un moment. C'est vraiment bien. Bref, des personnages intéressants, une intrigue qui enfin ne se noie plus, globalement des scènes de combat correctes et une intensité globale et des twists qui enfin deviennent des vrais twists, quoi, qui arrêtent de se prendre la tête avec des histoires d'entreprise qui finalement n'intéressaient plus personne et qui n'ont jamais vraiment intéressé qui que ce soit. Déjà dans la saison 1, on se concentre autour de l'Iron Fist et de son rôle dans la ville de grosso modo, enfin dans Chinatown, et c'est tout ce qu'on voulait savoir, c'est tout ce qu'on voulait voir. Et comme je le disais déjà dans ma critique de Luke Cage, Iron Fist a l'intelligence de faire à un moment donné, un vrai cas de l'identité de Danny Rand, de son rôle d'Iron Fist, et non plus d'aller nous raconter des machins autour de l'Iron Fist qui nous intéressent pas du tout, ou de la vie de Danny Rand avec son entreprise qui n'a pour le coup aucun intérêt vraiment. Là enfin on est face à la question du vigilant tel que au départ Iron Fist l'envisage, et de toutes les limites. D'abord comment dire, pas la soif du pouvoir, mais l'ivresse de la puissance, puisqu'à un moment donné, il le dit clairement dans cette saison, et j'ai trouvé ça très intéressant. Quand on a l'Iron Fist, on a envie de l'utiliser, un peu comme une drogue. Je trouvais ça très bon, et du coup, qui explique très bien comment Davos ensuite part un peu en vrille. Et donc, je vais pas spoiler, mais tout ce twist autour du pouvoir de l'Iron Fist qui devient beaucoup plus complexe. On voit aussi le rôle de Colin Wing, qui n'est plus prof et qui, à un moment donné, se demande comment agir, et qui, avec ses capacités, va devoir réenvisager sa manière d'agir et de défendre son quartier où elle a grandi. Et donc, comme je le disais, Joy Mitchum face à son désir de vengeance, et finalement face à la limite de ça, et Ward face à sa responsabilité dans une famille qui se délite et qui a besoin de se reconstruire, avec lui comme pilier en tant que grand frère. Tout ça fonctionne vraiment bien, et je conseille aussi de voir cette saison 2 d'Iron Fist. C'est moins bon que Jessica Jones, c'est moins bon je pense que Luke Cage globalement, mais cette saison 2 a vraiment fait un truc que je m'attendais pas qu'elle serait capable de faire, c'est-à-dire me redonner de l'envie de revoir Iron Fist et de lui donner à un moment donné une seconde chance. Et malheureusement, je finirai ma critique là-dessus, la saison 3 d'Iron Fist a été aussi annulée. Visiblement ça n'a pas assez bien marché, je n'ai pas encore trouvé d'informations sur comment ils ont évalué ça au niveau de Netflix, mais grosso modo il n'y aura pas de saison 3 ni de Luke Cage ni d'Iron Fist, et c'est dommage parce que je trouve que les séries avaient gagné en qualité d'écriture, même si il y a différents niveaux, il y avait peut-être moyen de faire de mieux en mieux. Donc c'est un peu dommage. Aux dernières nouvelles, les résultats de la saison 3 de Daredevil n'ont pas l'air d'être assez satisfaisants pour Netflix, donc ce serait peut-être la fin définitive des séries The Defenders. Et ce serait dommage, mais si ça arrive, je ferai probablement un petit retour global sur après avoir vu la saison 3 de Daredevil. Je vais peut-être attendre de savoir s'ils vont faire finalement une saison 2 de The Defenders ou pas, ou s'ils vont faire autre chose, puisque j'avais aussi entendu parler d'une éventuelle série qui s'appelait Heroes for Hire, qui réunirait Iron Fist et Luke Cage ensemble, notamment à New York, entre Manhattan et Harlem. Et je connais pas ces tirés de la BD, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais pour le coup, comme j'aime bien maintenant les personnages et j'ai trouvé qu'ils ont réussi quelque chose d'intéressant chacun dans leur série, je trouve ça dommage de les lier,
mais je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner maintenant. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Attendons de voir. En tout cas, pour résumer, une bonne saison 2 qui a enfin trouvé les bases pour créer quelque chose d'intéressant, mais qui malheureusement ne va pas avoir de suite, a priori. Tant pis. Si vous avez l'occasion en tout cas de mater cette saison 2 d'Iron Fist, allez-y, je trouve que c'est du bon taf. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, surtout commenter, dites-moi ce que vous avez pensé, et ça ne pourra que me faire progresser. Merci encore beaucoup pour votre écoute, et à tout bientôt, ciao ciao.